C'est QFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Queasy et c'est Madissouf qui s'y colle. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Monsieur le président, bonjour. Président de l'association des maires également. Bonjour. Je suis impressionné d'être là à côté de vous, parce que je suis à côté de l'histoire de Mayotte en fait. Et si vous êtes d'accord, c'est de ça dont on va parler dans la première partie de l'émission. On parlera de l'avenir et de la départementalisation, et c'est cet anniversaire qui s'approche. Mais d'abord, on va essayer de parler de cette première partie, avant que ça devienne un département, des gens qui se sont battus pour qu'on puisse être ce que l'on est aujourd'hui. Vous êtes ce qu'on appelle un Soroda. Il faudra nous expliquer ce que ça veut dire. Mais avant, vous avez choisi qu'on puisse démarrer cette émission ici dans la cour. En fait, on est juste devant les anciens locaux de nos confrères et non moins amis de RFO, à côté d'un manguier particulier. Pourquoi? Expliquez-nous. Tout d'abord, je dois remercier Queasy d'avoir voulu faire cette émission. Cet endroit, pourquoi? Il y a trois raisons. La première raison, c'est avant l'indépendance. C'était la résidence des anciens ministres du gouvernement comorien. C'était à l'époque de l'autonomie interne. D'accord. La deuxième raison, c'était après l'indépendance ou pendant l'indépendance, c'était au débarquement d'Ali Soali. La troisième raison, la plus récente, c'est la première radio de Mayotte, votre confrère qu'on vient de lire, RFO Mayotte. C'était ici et tout récemment, ils ont déménagé pour aller dans des bonnes en grande terre. Et cet arbre a une histoire aussi. C'est un manguier. Tout à fait. Cet arbre a une histoire. Oh, quelle histoire! L'histoire, c'est le 21 novembre 1975. C'est la fameuse marche rose d'Ali Soali. C'était ce qu'on appelle le débarquement d'Ali Soali, qui a débarqué avec un premier avion qui a atterri à Pamandzi à 6 h du matin. Avec des militaires à bord? 100 militaires, le premier, tout seul avec une dizaine, une vingtaine de personnes venant de toutes les îles, c'est-à-dire Anjouan, Moélie et Grande Comore, qui avaient fait un sitting ici. Ils étaient assis autour de ce manguier. Là où on est. Là on est. Après avoir traversé tout Pamandzi de l'aéroport à ici, ils se sont installés ici. Et je vais vous dire, vous étonnez, la gendarmerie qui est à côté, ils avaient tout vu ça. Et je sais aussi qu'ils étaient au courant de ce débarquement. Ils n'ont pas bougé. Donc ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Il a fallu que nous, population, on bouge. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose à faire, c'est d'aller barricader la piste avec des moyens, des bidons de vide des essences, de l'essence, des carburants qui servaient. Parce qu'à l'époque, les avions s'étaient ravitaillés avec des bidons de 200 litres. Des fûts en métal. Donc, comme c'était au bord de la mer, de la plage, on a mis aussi tout ce qui était comme pirogue, comme ce que vous voyez derrière. Donc, vous avez bloqué la piste? La piste. Pourquoi on l'avait bloquée? Parce que déjà, la radio Comore, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas RFO, la radio Comore a annoncé que ça y est, on a pris Mayotte, donc on vous demande toute la population des autres îles, il y a 2 avions à votre disposition pour débarquer à Mayotte. Donc c'est pourquoi on a bloqué en premier la piste. Après, j'ai pris un camion qui servait à l'époque, on appelait travaux publics, qui est devenu l'équipement. Après, actuellement, on appelle la DEAL, qui était à la base aérienne à l'aéroport. Le camion chargé avec quelques fidèles, on appelait à l'époque des commandos. On est venu ici pour vouloir vraiment dégager ou
faisant semblant d'écraser Ali Soali avec toute sa troupe qui était au-dessus. C'est là que le feu monsieur Giraud, Adrien Giraud, qui est venu s'intercaler devant le camion pour qu'il a empêché le camion d'avancer vers Ali Soali Et de l'écraser. Et de les écraser. Parce que vous alliez le faire, ça? Vous étiez prêt à le faire? Ou c'était juste pour impressionner? C'était pour impressionner, mais peut-être... Bon, je n'allais pas le faire, il faut le dire les choses, mais c'était mais vraiment, j'étais tout près, à quelques centimètres. C'est M. Giraud qui s'était venu. Mais pourquoi à ce moment-là, vous prenez cette décision avec les commandos? On va y revenir sur cette histoire de commando, parce qu'on parle de commando aujourd'hui. Le mot commando, on imagine des mitrailleuses, etc. À l'époque, c'était pas ça, c'était des morceaux de bois. Des morceaux de bois, il y avait même certains fusils en bois déguisés. Tout à fait, mais pourquoi vous aviez décidé, vous, de rentrer en révolte, j'allais dire en résistance? Et ce mot est important, on va y revenir. Et on est rentré en résistance parce que depuis 1972, lorsqu'il y a eu l'autonomie interne élargie et qu'on a donné aux Comores toutes les compétences, la gendarmerie, la justice, on a trouvé qu'à Mayotte, on était et cette gendarmerie et cette justice qui était la gendarmerie française et la justice française, mais qui était mis sous tutelle du gouvernement comorien parce que c'était une autonomie interne large, élargie, avec toutes les compétences que je viens de vous citer. Ils étaient là pour mater les Mahorais qui n'étaient pas pour l'indépendance. Alors qu'est-ce qu'ils leur faisaient? Qu'est-ce qui se passait? Donc c'était à l'époque où on a prisonné à tout va, c'est-à-dire si vous êtes contre le gouvernement, on allait vous mettre en prison. C'est là qu'on avait, c'est à cette époque-là qu'on avait emprisonné M. Bamana, Mme Zenandere, etc., tout ce que parce qu'ils certains ont été torturés même. Torturés. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la garde comorienne, c'est-à-dire garde de Comores. Ouais. C'est comme ça qu'ils s'appelaient, garde de Comores. C'est eux qui faisaient le rôle de la police. Il n'y avait pas de police avant. Ouais. C'était garde Comores. C'est de l'armée, c'était la gendarmerie, mais c'était sous tutelle de l'armée. De la défense. Voilà, comorienne. C'était la défense comorienne, justement. Bon, il y avait toujours la gendarmerie française, mais il y avait cette garde comorienne parce qu'on était en train de préparer les Comores à devenir indépendants. Donc, il fallait avoir déjà sa sécurité, c'est-à-dire le militaire, c'était la garde comorienne, et puis la gendarmerie allait passer sous tutelle des Comores. Donc, tout ça, c'était une transition qui se faisait par étapes. Donc, en 1972, quand on a élargi cette autonomie interne, c'est là qu'on a commencé vraiment à subir. Donc, moi en particulier qui était jeune, on a fait ce qu'on appelle les jeunes du mouvement, les jeunes mouvement populaire. C'était d'ailleurs un comité de jeunes d'abord. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois sur le front, c'était nos mères, nos grand-mères qui affrontaient l'armée, la garde comorienne avec des grenades, tout ça à chaque fois, parce qu'à chaque fois que l'ancien président comorien qui venait ici, nous, on était à l'aéroport en train de faire des écritures contre l'indépendance, contre Ahmed Abdallah, tout ça. Donc, il y avait toujours cette répression de la garde des Comores qui faisait sur les mamans. Donc, nous, quand on a vu ça, on a dit non, c'est pas normal qu'on laisse nos mamans, nos grand-mères... Et donc, c'est la jeunesse qui a pris le relais. C'est là qu'on a créé le fameux commando. Bon. Alors, c'était quoi ces commandos, Président? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on pense commando, on a une image aujourd'hui des commandos. Mais à quoi ça ressemblait ces commandos à l'époque? Vous aviez quel âge? Bon, à l'époque, commandé, c'était 1972, j'avais à peine 16 ans, 18, mais pas 18 ans. Ah ouais, jeune, quoi. Très jeune. Très jeune, parce que j'avais pas 18 ans. Ouais. Je venais juste de l'école, j'étais à Madagascar pour mes études. Quand je suis rentré, justement, pendant les événements de 1972, lorsqu'on a renversé Tirana, donc on était obligé de rentrer ici à Mayotte. C'est là que j'ai commencé à militer, mais vraiment à militer. Et c'était aussi la période la plus sombre au niveau de torture vis-à-vis des Mahorais. Ouais. Donc on est
autour des années 72, vous créez les commandos. Voilà, tout C'est ça à fait. Voilà, tout à fait. À quoi ils ressemblent ces commandos de cette époque? Bon, Combien de personnes? Ils étaient, ce commando a été commencé d'abord par Pamanzi, c'est-à-dire ici, où on s'interposait entre la garde de Comores aussi. Mais vous étiez nombreux? Oui, on était une vingtaine, notamment j'ai un copain mais qui a un métro qui s'appelle Scope. Scope, il y avait Jules Médard, Henri Médard, bon, il y avait pas mal de gens qui étaient là. Il y avait aussi notre grand frère qui était là mais qui est parti, qui s'appelle Madil Legros. Il était ancien commandant de la barge avant, il nous a quittés il y a 2 ans. Donc ce sont des gens qui étaient là pour travailler ou pour défendre surtout les intérêts ou défendre surtout nos mamans vis-à-vis de ce. Donc nous, on était de l'à côté, on lassait les pierres. Vous n'étiez pas armés? On n'était pas armés, on n'était pas armés. C'était de la résistance à l'état brut, là. Voilà, c'est tout à fait. C'était un commando qui faisait de la résistance. Mais aussi, il faut le dire, de temps en temps, on faisait des investigations pour faire aussi montrer notre force. À l'époque de Serre-la-Main, ceux qui ne rentraient pas dans l'ordre ont tabassé aussi. Voilà. Ah, c'est arrivé ça, Ouais, c'est pas une légende. Ça, c'est pas une... À l'époque, il y avait, si mes informations sont justes, avec l'équipe de Papa Joe. Voilà, tout à fait. Hein, tout à si fait. bon. Il y avait ce qu'on appelle, aujourd'hui, on appelle ça des ratonnades. C'est-à-dire qu'on partait dans les endroits, vous partiez dans certains endroits, et ceux qui n'étaient pas forcément d'accord avec vous... On les tabassait, ça c'est vrai. C'est vrai. On les attachait, et puis on les faisait traîner tout le long du village pour montrer que vraiment on les mettait des tas de trucs sales autour du cou pour l'humilier, voilà, en quelque sorte, pour qu'il puisse au moins se racheter. Voilà. Donc, parce que nous, on nous a humiliés. Hein. La garde de Comores, il y a eu des viols, il y a eu beaucoup de viols au niveau des villages qui étaient des Sorodas. C'est-à-dire pour que nos téléspectateurs comprennent bien, à cette époque, les Sorodas, c'est-à-dire ceux qui voulaient que Mayotte reste française, étaient pourchassés par les serrer la main, ceux qui voulaient l'indépendance avec Mayotte. Oui, tout à fait. Avec la complicité des gardes de Comores. C'est ça. Oui, et donc il y avait une espèce de guérilla entre ces deux clans. Tout à fait. D'un côté, il y avait les résistants et de l'autre côté, il y avait les envahisseurs. Quelque part. En tout cas, c'est comme ça qu'à l'époque, vous le voyez. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Alors, là maintenant, on est en 1974. Il va falloir voter. Il fallait voter. Donc, et on vote pour quoi? Parce que, bon, qu'est-ce qu'on nous demande à ce moment-là? À l'époque, en 1974, il y a eu l'élection de M. Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Il avait envoyé son frère ici pour nous dire que non, le Mahorais, on va respecter la volonté des Mahorais. Sauf en 1964, le 22 décembre exactement, quand il y a eu le référendum. C'était une question, je dirais, bizarre ou voulu ou pas compris ou par les Comores. Il n'était pas clair. Ouais. C'est-à-dire, c'était consultation des populations des Comores. Donc, Hamid Abdallah, à l'époque, l'a dit pourquoi des au pluriel? Parce qu'il y a des Anjouanais, il y a des Mauriciens, il y a des Indiens. Donc, c'est pourquoi il y a ce D. Bon, nous, on a dit D parce qu'il faudrait. Le Comores est formé de 4 îles. Donc, nous, on a sous-entendu, de toute façon, M. Marcel Henry, qui était le leader, donc, qui nous a dit, écoutez, des populations, nous, on va voter contre les indépendances. Après, les résultats vont être pris île par île, ce qui n'était pas évident. Mais nous, on avait un leader, on a cru à notre leader, qui était Marcel Henry, Moussabana et qui sont arrivés à cette période-là, parce que dans les années 70, 71, 72, ils n'étaient pas encore là. Enfin, en tout cas, au niveau où ils ont été après le vote. Non, justement, ils étaient... Attention, localement aussi, ils étaient à ce niveau-là parce qu'il y avait aussi ce qu'on appelle la Chambre des députés de Comores. Ah oui, d'accord. Il y avait les 4 députés à l'époque. Première consultation, les années 60, il y avait 4 députés. Après les années 70, il y avait un 5e député qui était un député du Nord. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans les années 70, 71, 72, à vos côtés,
Avec le bâton à la main, et avec Papa Joe, il n'y avait pas Younoussa Babala. Non, non, il y avait pas parce qu'eux, ils étaient là-bas. C'est nous, les jeunes, qui avaient pris sûr. la relève parce qu'on a dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, non, il n'est pas question que ce soit nos aînés. Nous, jeunes, on prend aussi pour montrer que nous, on est là. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Et donc, 74, le vote a lieu. La décision est claire. C'est voté à 80. 64% exactement. 64. Le premier vote, 64%. 64%. Donc, le résultat était là. Donc, on attendait l'Assemblée nationale pour prendre en compte le vote des Mahorais. Bon, lorsque ça a été passé à l'Assemblée, apparemment, l'Assemblée a pris en compte les votes des Mahorais, ce qui n'a pas plu à Ahmed Abdallah à l'époque. Ce qui a fait que le 6 août 1975, Ahmed Abdallah a déclaré une indépendance unilatérale. Donc, ce qui, en quelque sorte aussi, c'était aussi une autre chance pour Mayotte. Il a fallu qu'il déclare cette indépendance unilatérale pour qu'on en échappe aussi. Ouais, évidemment. Voilà, parce que bon, ça a frustré la France, donc parce qu'il y avait d'autres négociations qui devaient se faire après le référendum. Donc lui, Ahmed Abdallah, n'a pas respecté ces échéances, ces étapes qui devaient se venir. Donc voilà, nous... D'ailleurs, nous maintenant, on le voit que c'est une bonne chose parce que on ne savait pas qu'est-ce qu'encore la France nous réservait pendant cette période de transition. Vous aviez encore un doute à l'époque, même si vous aviez voté pour? Il y avait quand même un doute en se disant, on sait qu'on va, quoi. Oui, on avait un doute. Pourquoi? Parce que ce n'était pas clair. Ce n'était pas dit île par île ou global. Parce qu'il y avait deux mots qui se jouaient. Île par île ou global. Bon, le gouvernement comorien disait global, parce que le peuple comorien, il ne fait qu'un seul. Et nous, on demandait, les résultats devaient être île par île. Donc, voilà. C'est un des plus grands moments, si ce n'est peut-être le plus grand moment de l'histoire de Mayotte, cette période? C'était le plus grand moment. Pourquoi? Parce que, bon, après le 6 juillet, est arrivé le 6 août, où Ali Soali a fait le coup d'État. Le 3 août, pardon. Le 3 août, Ali Soali a fait le coup d'État. Donc, c'était encore une autre libération vis-à-vis de Mayotte, parce que, bon, Ali Soali, qui était, disons, plutôt du côté de l'Est, c'est-à-dire socialo-communiste, parce que bon, il y avait surtout l'indépendance d'Afrique qui venait, donc il y avait ce qu'on appelle Uhuru Nakazi, c'est-à-dire c'était son slogan. Donc on a pu encore échapper encore plus avec ce coup d'État du 3 août 1975. Parce que bon, lui, il s'est carrément déclaré communiste. Bien sûr. Bon, à l'époque, en métropole, le communiste, c'était communiste de l'Est, hein, c'est pas communiste même en métropole, la France métropolitaine, les communistes étaient minoritaires, mais lui, il était carrément affiché du côté communiste de l'Est, à l'époque où il y avait le bloc communiste qui était vraiment aussi fort. Donc voilà. Donc ça nous a encore plus, parce qu'on avait encore peur, même avec la déclaration de l'indépendance unilatérale d'Ahmed Abdallah. Ahmed Abdallah, c'était quelqu'un quand même qui avait des relations. Il était pendant plusieurs années sénateur de la France, il avait des amis à la France. D'ailleurs, lorsque Ahmed Abdallah était retourné après qu'on a renversé Ali Soali, il nous a échappé, c'est-à-dire il nous a fait stopper la première consultation qui a été déposée à l'Assemblée en même temps que Saint-Pierre-et-Miquelon pour être département de Mayotte. Donc on donne le jour du vote, ça a été retiré de l'Assemblée parce que c'était Chirac qui était Premier ministre à l'époque. Donc il a retiré Mayotte pour cette consultation de département. Et on avait maintenu
Saint-Pierre-et-Miquelon qui avait voté le département. Dans la deuxième partie de cette émission, je commencerai par ça. Je me pose une question. Est-ce qu'on n'a pas menti aux Mahorais? Est-ce que vous, à l'époque, vous n'avez pas menti aux Mahorais en disant que pour rester français, il fallait devenir département? Alors que c'est deux choses totalement différentes. On pouvait très bien rester français sans être forcément département, ou être département, mais ce n'est pas forcément lié. Est-ce que ça a été un argument de vente, j'allais dire, pour faire passer le message ou pas? Vous allez nous répondre juste après la publicité. Et on revient évidemment très très vite avec le résistant de l'époque.